On va parler de l'une des évasions les plus incroyables, les plus mythiques de l'histoire. En 1962, 3 hommes ont décidé de faire l'impossible, s'échapper de la prison la plus sûre du monde, Alcatraz. Voilà comment ils ont tenté de le faire. Planté au milieu de la baie de San Francisco, il y avait cette forteresse. Jusqu'à sa fermeture en 1963, Alcatraz, ce n'était pas juste une prison. Non, on l'appelait le Rocher, l'endroit d'où personne, mais alors absolument personne, n'était censé pouvoir sortir. Et pourtant, en juin 1962, 3 prisonniers ont osé défier cette réputation. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment réussi ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'évasion du siècle? C'est toute la question. Pour bien comprendre l'exploit, il faut d'abord saisir à quoi il s'attaquait. Qu'est-ce qui faisait d'Alcatraz une prison réputée infranchissable? En fait, la sécurité d'Alcatraz était autant physique que psychologique. Tout était fait pour briser les détenus. Des conditions de vie extrêmes, des cellules minuscules sans aucune intimité et bien sûr, une surveillance de tous les instants. Mais le plus redoutable gardien d'Alcatraz, c'était l'océan. Les eaux de la baie sont glaciales. Elles peuvent descendre jusqu'à 12 degrés. À cette température, l'hypothermie peut vous tuer en moins d'1 heure. 13, c'est le nombre de comptages quotidiens. 13 fois par jour, les gardiens vérifiaient que tout le monde était là. Une routine implacable, conçue pour anéantir tout espoir et repérer la moindre faille. Et pour couronner le tout, pour être bien sûr de décourager les plus audacieux, il y avait cette rumeur. La baie serait infestée de requins. Alors entre les courants violents, l'eau glaciale et les prédateurs, tenter la traversée à la nage, c'était vu comme un suicide. Bon, maintenant parlons de ceux qui ont osé se mesurer à ce monstre. Qui étaient les hommes derrière ce plan complètement fou? À la tête de l'opération, on trouve Frank Morris, un QI de plus de 130, un vrai génie du crime, connu pour son obsession de la liberté. On disait de lui qu'il voyait une sortie là où tout le monde ne voyait que des murs. Mais Maurice le savait, tout seul, il n'y arriverait jamais. Il s'est donc lié d'amitié avec 2 frères, John et Clarence Anglin. Inséparables, des spécialistes des braquages de banque, et surtout, ils étaient aussi déterminés que lui à ne pas finir leur jour sur le rocher. Et c'est là que l'histoire devient vraiment incroyable. Pendant des mois, dans le plus grand secret, ils ont mis au point un plan d'une ingéniosité folle. Le plan de Maurice était d'une précision diabolique. Il se déroulait en 4 phases. Et tout est parti d'une simple observation. La petite grille de ventilation dans leur cellule. Rongée par l'air marin, elle était devenue le point faible de toute la forteresse. Leur patience était juste surhumaine. Pendant plus de 6 mois, ils ont gratté le béton, centimètre par centimètre, en secret, juste sous le nez des gardiens. Et vous savez avec quoi ils ont fait ça? Avec des cuillères piquées à la cantine et des bouts de métal récupérés. Ils cachaient les gravats dans leurs poches pour les disperser pendant la promenade. Et pour masquer leur travail, ils avaient fabriqué de faux murs en carton peint. C'est fou. Plus de 50. C'est le nombre d'imperméables qu'ils ont réussi à subtiliser ou à échanger. Pourquoi? Pour les coudre ensemble et fabriquer un radeau gonflable de presque 2,50 m de long. Mais comment cacher le bruit d'un tel chantier? Ah, là encore, c'est du génie. Ils profitaient de l'heure de musique quand l'orchestre de la prison jouait de l'accordéon pour couvrir le son de leurs outils. Ils ont même réussi à voler un accordéon pour s'en servir comme d'une pompe pour gonfler leur radeau. On y est, la nuit du 11 juin 1962. Le plan est en place, tout est prêt. La météo, elle, est favorable. C'est le grand soir. Il devait être 4 à la base. Le 4e homme, c'était Allen West. Mais au moment fatidique, impossible pour lui d'ouvrir sa grille. Elle était coincée. Il a poussé, il a forcé, rien à faire. Les autres n'ont pas pu l'attendre. L'évasion a continué sans lui. Et ce qui a suivi, c'est un véritable parcours du combattant. Il a fallu grimper le long d'un tuyau glissant, ramper sur le toit en évitant les projecteurs, descendre en rappel le long d'un mur, et pour finir, escalader 2 immenses clôtures de barbelés. Une fois sur la rive, dans le noir complet, ils ont passé 20 minutes angoissantes à gonfler leur radeau. Et puis, ils se sont mis à l'eau, ils ont ramé vers l'obscurité, et ils ont disparu, à jamais. Alors, que s'est-il passé ensuite? Le FBI a mené l'enquête pendant 17 ans. Leur conclusion officielle, ils se sont noyés. Mais il y a un énorme mais. Avec les courants de la baie, la marée aurait dû ramener les corps sur la côte. Sauf qu'on n'a jamais retrouvé aucun corps. Juste quelques débris du radeau et un gilet de sauvetage. Et puis, attention, rebondissement en 2013.
Une lettre arrive à la police de San Francisco. Elle est prétendument écrite par John Anglin. Il y dit avoir 83 ans, être en vie. Il raconte que Frank Morris et son frère Clarence sont morts quelques années plus tôt. Bon, le FBI a jugé la lettre non concluante, mais elle vient s'ajouter à une pile d'indices assez troublants. Il y a des témoignages qui les auraient vus en Amérique du Sud, cette fameuse photo prise au Brésil dans les années 70, et puis il y a la conviction de leur famille, qui a toujours juré qu'ils avaient réussi. Alors, est-ce que leur plan de génie leur a permis de réaliser l'évasion parfaite, ou est-ce qu'ils ont simplement été les victimes d'une tempête parfaite dans les eaux glaciales de la baie ? 60 ans plus tard, le mystère reste entier.